Alors, Youssef Hindi, quelles implications peut avoir le bombardement israélien au Qatar, un pays abritant des bases américaines, pour l'équilibre régional et les relations internationales? Eh bien, ça va contribuer à isoler plus encore les États-Unis et à détacher des États-Unis des alliés et des vassaux. Bon, là, pour ce qui concerne le Qatar, on parle plutôt d'un vassal qui a sur son sol la plus grande base militaire des États-Unis du Proche-Orient, ce qui n'est pas rien. Le Qatar qui a conclu un contrat à hauteur de entre 600 milliards et 1 trilliard de dollars avec les États-Unis au mois de mai quand Donald Trump y est allé. Ils ont aussi offert à Donald Trump un avion, je crois, à hauteur de, donc, qui coûte 600 millions de dollars. Et donc, enfin, du point de vue des Qataris, pour les remercier de tous ces contrats et de ce gros cadeau, eh bien, les États-Unis ont, à minima, fermé les yeux sur le bombardement israélien du Qatar, ou au pire, de toute façon, les Israéliens n'aurait pas pu frapper le Qatar sans l'accord des États-Unis, donc sans au moins l'accord du Pentagone. Donc il devait y avoir au moins l'implication du Pentagone, de la CIA. Pour ce qui est de Donald Trump, il n'était pas nécessairement au courant à l'avance. Les présidents américains ne sont pas forcément mis au courant de tout. Mais quoi qu'il en soit, il s'est retrouvé dans une situation très délicate. Il a été ridiculisé une fois de plus par Netanyahou, puisque les Israéliens ont déjà saboté des négociations entre l'administration Trump et le Hamas. Ils ont saboté des négociations entre l'administration Trump et l'Iran, ce qui a conduit à la fameuse guerre des 12 jours, poussant même les États-Unis à frapper, même si c'était théâtralement, des sites nucléaires iraniens. Et là, non seulement ils ont saboté des négociations qui avaient des garanties, hein. Les émissaires du Qatar avaient des garanties des États-Unis, de l'Égypte. Mais on peut aussi interpréter ces frappes, non pas des frappes contre le Qatar, mais des frappes contre les intérêts des États-Unis. Parce que là, c'est très très clair. Les États-Unis vont en pâtir. Il y a eu un sommet, je crois que c'était hier, arabo-islamique, réunissant plus d'une cinquantaine de pays arabes et musulmans pour s'organiser en réponse à la frappe israélienne contre le Qatar. Je ne sais pas si c'est une montagne qui va accoucher d'une souris. Quoi qu'il en soit, ça aura des conséquences. De toute façon, les Qataris qui s'étaient déjà rapprochés de l'Iran depuis 2017, rapprochés de la Russie et de la Chine, vont continuer ce rapprochement, puisque du point de vue des Saoudiens, du point de vue des Qataris, il est clair que les États-Unis ne sont pas des alliés fiables, un allié fiable, pardon, et ils ne les protègent de rien, ils ne les protègent pas. Donc ça va avoir des effets négatifs pour les États-Unis, ça c'est très clair. Et on ne peut que s'en féliciter. Voilà. Et les cadres du C'est un mal Hamas, pour un bien. Voilà. les cadres du Hamas ont échappé à la mort. Je crois qu'il y a eu des personnes qui ont été tuées, Ouais. dont un garde qatari, mais pas l'objectif Mais d'Israël. l'objectif n'a pas été atteint. Ouais. Comment l'expliquer? Il y a eu des dissensions au sein du Mossad qui ne s'est pas expliqué bien. Alors il y a plusieurs informations qui ont circulé. La plus probable de ces informations, c'est que les Turcs auraient prévenu les Qataris et donc les membres du Hamas, donc qui se sont déplacés et voilà, qui ont échappé à la mort. On dit aussi, on rapporte que les représentants du Hamas ont laissé leur portable dans le bâtiment de la Réunion et sont partis faire leur prière dans un autre bâtiment ou une autre salle. Et c'est comme ça qu'ils ont échappé à la mort. Voilà. Donc, Je, je ce sont des rappelle, choses qui arrivent. ouais. Je rappelle que Khaled Meshal avait déjà été la tentative Et- d'un assassinat du Mossad et je crois que les Jordaniens avaient capturé
les agents Mhm. du Mossad avec des passeports canadiens. Et Ouais. Netanyahou avait été humilié en étant obligé De livrer d'envoyer les l'antidote. antidotes, voilà. Sinon, le roi Hussein avait menacé de les pendre en place publique, quoi, parce que ils avaient insulté son Voilà. honneur. Ouais. Voilà, donc là c'est une nouvelle humiliation. Bon, c'est un raté pour les Israéliens, mais c'est surtout une humiliation pour les États-Unis. On voit bien la réaction de Donald Trump qui dit je suis mécontent de cette frappe. Les Qataris sont des amis, sont des alliés, ils m'ont offert un beau cadeau. Mais Israël est aussi un allié, c'est un pays ami. Enfin, Ouais, on voit bien qu'il est incapable de se faire respecter. D'ailleurs, les services de sécurité de la Maison-Blanche ont découvert un dispositif d'espionnage qui a été placé par les services israéliens lors de la visite de Netanyahou à Washington dernièrement. Mais c'est pas la première fois. Durant son premier mandat, les services de sécurité de la présidence américaine ont découvert un dispositif d'espionnage israélien autour de la Maison-Blanche. Voilà, donc ce n'est pas la première fois. Voilà. Et donc, ça a été rapporté par Max Blumenthal de Grayson. Il a un contact à la Maison-Blanche disant que il rapporte ce contact à la Maison-Blanche que Donald Trump serait terrifié par Netanyahou et craindrait pour sa vie, notamment après avoir découvert le dispositif d'espionnage sous des véhicules d'urgence en plus. Donc voilà. À Voilà propos un de peu où on en est. ouais. À propos de la nouvelle offensive israélienne contre la ville de Gaza, le ministre de la Défense israélien Katz a déclaré avec un sadisme non dissimulé que Gaza était en feu. Qu'est-ce qui fait croire à Israël que cette stratégie lui permet de favoriser la libération des otages? Mais ils veulent pas la libération des otages, puisque le premier cessez-le-feu, qui avait été imposé d'ailleurs par Trump le 20 janvier, qui a duré 2 mois, donc a été brisé par les Israéliens, alors que les libérations d'otages avaient commencé. Donc, chaque fois qu'il y a eu des négociations et qui véritablement sérieuses, le Hamas a libéré des otages. Il y a eu plusieurs, depuis le début du génocide, il y a eu plusieurs libérations d'otages. Voilà. Donc ce sont les Israéliens qui, de leur côté, ne veulent pas la libération de tous les otages parce que la libération de tous les otages, euh, comment dire, priverait les Israéliens du prétexte. Le prétexte à l'épuration ethnique de Gaza. Ça a toujours été cela l'objectif. Il faut arrêter de parler de la libération des otages comme si c'était un objectif des Israéliens. Ce n'est pas un objectif des Israéliens. Ils ne veulent pas la libération des otages. C'est d'ailleurs pour ça que Netanyahou a contre lui les familles des otages. Tout ça, on, tout ça, on l'oublie, mais il y a eu des manifestations de la famille des otages, des déclarations de la famille des otages, disant que c'était le gouvernement israélien, Netanyahou au premier chef, qui était responsable de cette situation. Venons-en maintenant aux États-Unis. L'influenceur conservateur américain Charlie Kirk a été abattu d'une balle dans le cou lors d'un rassemblement dans une université de l'Utah. De nombreux commentateurs pointent du doigt le fait qu'il commençait à questionner le poids de l'influence du lobby pro-israélien aux États-Unis. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Bah, moi, je peux pas dire autre chose que ce que disent les proches de Charlie Kirk et ce que disent les commentateurs américains du mouvement MAGA sur le sujet. Alors, ils ne disent pas que ce sont les Israéliens qui l'ont tué, mais ils disent qu'il y a comment dire, D'abord, ils disent, d'abord, ils nous disent que Charlie Kirk, en privé, disait qu'il craignait que les Israéliens ne le tuent. Ça, ce sont des proches de Charlie Kirk qui le disent, dont Candace Owens, voilà, qui était très proche de lui. Donc, c'est un ami de Candace Owens de longue date. Donc, c'est ce qu'elle affirme. Premièrement. Deuxièmement, le premier homme politique à avoir réagi à sa mort est Benjamin Netanyahou. Je ne sais pas pourquoi. Quel est le rapport entre Benjamin Netanyahou et Charlie Kirk? Alors que lui, au même moment, il bombardait le Qatar. Euh,
Charlie Kirk a effectivement changé de discours vis-à-vis d'Israël. Il a parlé de l'épuration ethnique, du génocide à Gaza. Il a parlé des zones d'ombre du 7 octobre, de l'implication possible de Netanyahou dans les événements du 7 octobre. Il a pointé du doigt l'influence de ce qu'on peut appeler le judaïsme politique sur les mouvements wokistes, LGBTistes et anti-blancs, du racisme anti-blanc. Ses proches rapportent qu'il a été menacé et subi des pressions graves de donateurs juifs du mouvement auquel il appartient, qu'il a monté. Il était opposé à la guerre contre l'Iran. Il était à la Maison-Blanche, il a rencontré Donald Trump pour plaider contre la guerre contre l'Iran, ce que voulait Netanyahou. Bon, Charlie Kirk avait donc, avant sa mort, deux ennemis. Le mouvement wokiste LGBTiste et le mouvement sioniste et Israël. Voilà. Même s'il Et faisait que quand même l'apologie d'Israël dans ses avant, discours précédents. Ouais. avant, et il a basculé. Il a basculé comme beaucoup. Voilà. Donc, et il n'y a rien de pire pour les Israéliens, pas que pour les Israéliens, que quelqu'un qui est considéré comme un traître, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de chez vous, qui plaide pour votre cause et qui du jour au lendemain se retourne contre vous. Et je C'est crois, beaucoup plus dangereux en fait, c'est beaucoup plus dangereux qu'un pro-palestinien historique. Oui. ouais. Et je crois que Maintenant, Netanyahou, dans une toute récente interview, a avoué qu'il avait invité Charlie Kirk en Israël, hein, peut-être pour le... oui. Et qu'il a refusé. Et qu'il avait refusé. Donc Oui. Et c'est- il a invité après son changement de position vis-à-vis d'Israël. ouais. Voilà. Et une amie proche de Charlie Kirk lui a déconseillé d'y aller. Et donc, c'est après ce refus, effectivement, qu'il a été tué. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a un tweet du général Michael Flynn que j'ai relayé. Général Michael Flynn, donc le général à la retraite, proche de Trump, qui a fait partie de la première administration Trump, qui a déclaré que, d'après le FBI, un État étranger serait possiblement impliqué dans l'assassinat de Charlie Kirk. Voilà, je ne sais pas quel est cet État étranger. Et la thèse de l'Antifa, Bah c'est écoute, la thèse officielle en tout cas. écoute, pendant des décennies, on nous a dit que les mouvements islamistes, frères musulmans, terroristes, Al-Qaïda étaient autonomes. On découvre, le grand public a découvert que depuis l'origine, l'administration Carter, avec Brzezinski en tête, avait créé Al-Qaïda, financé Al-Qaïda, etc. Hillary Clinton l'a avoué en commission parlementaire, équivalent d'une commission parlementaire aux États-Unis. D'accord? Là, on a découvert récemment que, d'ailleurs, Netanyahou l'a avoué, puisque Lieberman l'a balancé, Netanyahou a avoué que l'armée israélienne soutenait un groupe lié à Daesh à Gaza qui pille l'aide humanitaire. Donc il l'a admis. Voilà. Donc il y a de nombreuses études sur le sujet qui montrent les liens entre Israël, Al-Qaïda, Israël, les États-Unis, Al-Qaïda, Daesh, etc. Donc aujourd'hui on nous dit, ah, c'est un antifa qui a tué Charlie Kirk, ça peut pas être Israël. Ah bon? Genre, quand vous utilisez des organisations terroristes dits islamistes pendant des décennies, vous pouvez pas utiliser un antifa? On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Voilà. Donc il est tout à fait possible que ce type ait été un idiot utile, un type manipulé ou un type payé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Mais c'est possible. il y a un discours de droite qui est permis, même en Israël, certains critiquent les juifs dits démocrates ou libéraux. Donc, est-ce qu'il sortait vraiment de ce cadre ou bien il est allé loin dans sa critique ou bien parce que j'ai l'impression que c'est un début de critique. Là, il est allé très loin. Il est allé beaucoup plus loin que quand même beaucoup de critiques d'Israël en France. Je veux dire, en fait, il avait un discours qui était même plus dangereux du point de vue israélien
qu'un discours de pro-palestiniens et léfistes en France, puisque il allait au-delà de la critique de l'épuration ethnique à Gaza. Il disait que ce sont des donateurs juifs, des organisations juives, l'ADL, l'Anti-Defamation League, qui finançaient et qui soutenaient les mouvements LGBTistes, wokistes et racistes anti-blancs. Donc il était sur un double axe de critique. Il critiquait le sionisme et ce qu'on peut appeler le judaïsme politique, tout en venant d'un milieu proche du sionisme. Je veux dire, il était extrêmement dangereux, beaucoup Donc, plus dangereux à qu'une minima, féministe pro-palestinienne, à c'est minima, évident. on peut se demander à qui profite le crime, hein, ça c'est sûr. Oui, voilà. Voilà. D'ailleurs, une journaliste de Fox News a posé la question à Netanyahou. Ah ouais, elle lui a dit, bon, elle a dit, je ne cautionne pas ça, mais Mais elle a posé la question. Israël, ouais, elle a posé la question. Et puis On lui, voit bien que, non, on voit bien que c'était pas dans le script de Netanyahou, hein. On lui, voit bien ouais, il avait l'air il un était peu, très surpris. il a Voilà. dit Donc après, ah, mais vous savez, au Moyen Âge, on accusait les Juifs oui, d'empoisonner les voilà. puits. Bah, Mm. en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils empoisonnaient les puits des Palestiniens, et ça, c'est documenté. Oui, c'est documenté là. Donc, Documenté par la Croix-Rouge notamment. ouais, ouais. Voilà. Donc, au Moyen Âge, je sais pas, mais Euh, Jean Messia et Éric Zemmour se sont affichés à Londres lors d'un rassemblement anti-immigration. Il y avait notamment Tommy Robinson, qui est quasiment un agent israélien, hein, qui est à la tête un peu de ce mouvement. À ton avis, comment répondrait Éric Zemmour si on lui soulignait le fait qu'une ONG israélienne comme Israël a été très active pour débarquer des migrants, notamment du monde musulman, en Europe? Ah, je pense qu'il jouerait la carte de la critique de Soros, parce il a déjà fait. Il a déjà dit que effectivement, ce sont des juifs de gauche qui sont responsables de l'antiracisme, de l'immigration de masse, etc. Mais par contre, effectivement, il ne met jamais en accusation Israël. Israël même, dans Mm. ce type de... Quand par exemple le Likoud propose d'expulser 1 million de Palestiniens et de les envoyer en Europe, Mm. c'est cette question-là qu'il faut poser Mm. à Zemmour, puisqu'il est un représentant du Likoud en France. Voilà. Donc lui demander comment ça se fait que ses alliés, ses amis israéliens, proposent d'envoyer des Gazaouis en Europe. Donc lui qui soutient le génocide à Gaza, il faudrait qu'il nous explique comment tout ça se goupille. Mais bon, personne ne va lui poser la question, de toute façon. Qui va lui poser cette question? J'ai suivi le discours de Zemmour au fil des années sur cette question. Il est dans les années, je pense, 80, 80, 90, même 2000. Il était plus prudent sur cette question. Il était plus nuancé. Il disait qu'il voulait pas se mêler, mais là, il est un peu plus, beaucoup plus décomplexé. Qu'est-ce qu'il explique? Bah, il est devenu un représentant du Likoud en France. Pas officiellement, mais c'est de facto ce qu'il est devenu depuis CNews, depuis qu'il a commencé à travailler chez CNews pour Bolloré. Il est devenu un propagandiste pro-israélien. Et d'ailleurs, ça s'est vu même dans ses livres. Je crois que c'est son livre là, que j'avais lu et critiqué, je pense que c'était Destin français où déjà il disait que la France, pour se sauver, devait suivre l'exemple israélien. Effectivement, elle doit suivre l'exemple d'un État génocidaire qui pratique l'épuration ethnique et l'apartheid, un État sans frontières et sans constitution, oui, bien sûr, Eric. Non, non, mais c'est un agent d'influence. Je veux dire, il y a plus de doute là-dessus. Depuis qu'il est parti en Israël soutenir l'épuration ethnique à Gaza, c'est clair. Il y a même, je veux dire, il suffit maintenant d'aller regarder les commentaires sous les posts d'Éric Zemmour. Je veux dire, avant la présidentielle, on voyait des centaines de commentaires, voire des milliers de commentaires dithyrambiques. Maintenant, là, hier, j'ai fait un tour sur ses dernières publications, notamment suite à son voyage en Angleterre. J'ai J'ai vu sur tous les commentaires un commentaire positif. Tous les autres sont anti-Zemmour.
Son discours ne passe plus. Mhm. Je sais même pas où sont ses supporters. En tout cas, il y avait une masse de supporters sur les réseaux sociaux. Il n'y en a plus. Il n'y a plus que des gens qui critiquent Zemmour. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire. Je veux dire, déjà avant le génocide, il était à 7% à la présidentielle, malgré un tapage énorme. Maintenant que tout le monde voit que c'est un porte-parole d'Israël, je pense que s'il se représente, son score sera catastrophique. On a vu le score qu'il a fait, je crois que c'était aux législatives. Ouais, c'était quoi, 1% ou 0,7, quelque chose comme ça? Catastrophique. Donc, c'est pas parce qu'il passe à la télévision, qu'il y a CNews derrière lui, etc., qu'il pèse quelque chose. Moi, je pense qu'il pèse plus rien. Je pensais que c'était ma dernière question, mais j'en ai une qui me revient en tête. C'est Meyer Habib qui est intervenu dans une TV israélienne. Il a dit qu'il avait un scoop, qu'il avait parlé avec Macron et comme quoi Macron allait conditionner sa reconnaissance de l'État palestinien à l'éradication du Hamas. Et puis, je crois, une autre condition. C'est possible ou bien? Oui, ce serait pas étonnant de la part de Macron. Il avait déjà dit qu'il annoncerait la reconnaissance d'un État palestinien le 18 juin. Il l'a pas fait. Ensuite, il a annoncé qu'il le ferait en septembre. Je crois que c'est Mais le oui, oui, 22 septembre, hein, ah oui, non, non, mais l'Assemblée aujourd'hui. Macron en est capable. Macron est capable de tout. Il est Ouais, capable de dire tout et son contraire. Il est capable de raconter tout et n'importe quoi. ouais, Et de changer de discours tous les 24 heures. Il n'y a pas de problème, hein. ouais, ouais. Casse pas. Il n'y a aucun problème là-dessus, ouais. Je lui fais confiance pour ça. Ok, merci. Bah, ce sera le mot de conclusion. Merci à toi alors. Merci à toi.